Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, émission consacrée au café. Je reçois Sébastien Lerat, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le gérant de la brûlerie de Bernay. Une brûlerie, c'est un magasin où l'on torréfie le café. Plus de 8 Français sur 10 consomment du café, selon une étude IFOP de 2018. Comment est-ce qu'on peut expliquer un tel succès ? Le succès, c'est vrai que la France a quand même une belle habitude de consommation du café. Mais de plus en plus, grâce à ces célèbres capsules, en fait, on a valorisé le produit, on a valorisé le café et on est monté vraiment en qualité. D'où vient le café ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu son histoire ? Alors, l'histoire du café, on a effectivement la légende de ce berger Caldi qui, en promenant ses chèvres, a étudié que ces chèvres, certaines étaient un petit peu plus excitées que les autres, etc., et qui mangeaient une certaine baie. Et cette baie, en fait, provenait d'un petit arbuste, un caféier. Et l'histoire est partie de là. Après, on est sur l'Abyssinie, l'Éthiopie. Après, on va en direction de la Turquie, Marseille, Venise, etc. On a vraiment un panel de destinations très très intéressantes. Le monde du café est passionnant. Transport en voile, transport aussi avec d'autres aliments, notamment du rhum. Et c'est ce qui a fait aussi la réputation un café d'Éthiopie, le Jamaïque Blue Mountain, qui était, paraît-il, conditionné dans des fûts qui ont contenu du rhum. Et c'est ce qui a donné justement le goût à ce café. Et voilà, ce sont des cafés d'exception. Une petite aparté, justement, j'ai essayé de m'inspirer de ce fait et moi-même importer des cafés et les faire vieillir dans des fûts qui ont contenu du calvados. Et donc, on a réussi à avoir un échange de saveurs et c'est vrai que c'est un café très intéressant. Il y a diverses variétés de café, il y a l'Arabica, le Robusta. C'est quoi la différence et vous préférez laquelle à titre personnel ? Alors, on est sur des plants qui sont différents, effectivement, deux grandes familles, l'Arabica et le Robusta. L'Arabica est un café plus fragile, plus subtil, plus technique à produire et à récolter. Le Robusta, lui, est un arbuste plus robuste, d'où son nom, et qui a une production qui est beaucoup plus grande, et au détriment, je dirais, un petit peu du goût. On est vraiment sur deux cafés, deux plantes différentes, de variétés botaniques différentes, et avec des goûts un petit peu... voilà, on est vraiment éloigné entre l'Arabica et le Robusta. Il y a vraiment une grande différence en termes de palette aromatique. Et le Robusta, lui, a cette capacité justement à contenir quand même 2 fois plus de caféine qu'un Arabica. Et vous vendez les deux, vous Non, moi j'ai arrêté de vendre du Robusta. Pour quelle raison ? Je trouvais qu'il était beaucoup moins intéressant en termes de goût, une technique de torréfaction différente, beaucoup plus longue. Les grains étaient aussi moins bien soignés, moins bien récoltés. On est vraiment dans une idée d'une agriculture intensive d'un côté, de la production, et de l'autre côté quelque chose d'un petit peu plus soigné. Donc j'ai préféré privilégier le côté un petit peu plus soigné du produit. Alors je le disais, une brûlerie, c'est un magasin où l'on torréfie le café. Comment vous faites concrètement ? En fait, le procédé de torréfaction, j'en parlais, c'était un débat qui était assez intéressant avec une amie. On ne devrait pas dire brûlerie parce qu'on ne brûle pas le café, on le torréfie. Je trouve que ce mot est beaucoup plus noble. En fait, c'est un procédé de cuisson. On a notre café vert qu'on reçoit, qu'on sélectionne. Et après, justement, on essaie d'optimiser les qualités intrinsèques de ce café dans un procédé de torréfaction, donc de cuisson. En fait, on a 3 grandes étapes à surveiller et chacune de ces étapes sont très importantes pour le développement du café. Quelles sont ces étapes ? Est-ce que vous pouvez... On a le premier point qu'on appelle le point balance. C'est quand le café rentre dans le torréfacteur, qui remonte en température. C'est pour ça le point balance. On a le point jaune, le premier crack
et le second crack. Parce qu'en fait, le café, lors de son processus de torréfaction, va avoir une vraie transformation moléculaire et il va doubler de volume et perdre 50% de son poids. Il va doubler de volume et perdre à peu près en eau 15 à 20%, excusez-moi. Et en fait, c'est vraiment ce qui va révéler tous les arômes. Et en fait, le crack, il est aussi lié à cette transformation. Le café va vivre sa transformation. Et c'est vraiment là où nous, on doit être très attentifs parce que ce sont des indicateurs pour nous de goût. Et voilà, c'est vraiment un métier où il faut être... tous nos sens sont vraiment en éveil. L'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût. Et c'est vraiment pour ça qu'il faut être... Quand je torréfie, j'aime bien être vraiment à côté de ma machine et c'est vrai que j'ai du mal à être dérangé en même temps que je torréfie. Ça demande beaucoup de concentration. C'est ça, parce qu'on est vraiment sur de la concentration. Tous nos sens sont en éveil. Ça a l'air de rien quand on est à côté, mais quand on est dedans, c'est vraiment quelque chose de très prenant. Alors comment on devient torréfacteur? Est-ce qu'il y a des formations particulières Alors de plus en plus, il y a des formations. Rien de reconnu. Étatiquement parlant, je crois peut-être quelques-unes pour les baristas, mais si vous voulez, on n'a pas un bac+2 de torréfacteur. Ça n'existe pas. On commence, nous, en tant que professionnels, à dispenser chacun des formations. Il y a des formations qui sont de qualité, notamment chez mes amis à Paris de la Caféothèque. On a des vrais modules de formation. Il y a aussi la SCAE, qui est une société de Specialty Coffee, en fait, le réseau national et international du café, qui forme, qui ont des modules de formation pour les torréfacteurs, pour les baristas, pour goûter le café, et d'un niveau très très élevé. C'est très intéressant. Moi, je suis allé me faire former en Suisse justement sur les 3 niveaux de torréfaction. Et je peux vous dire que ça a été très très intensif pour moi, ces jours de formation. On était sur de la technique pure et c'est vrai qu'on a encore beaucoup à apprendre et à voir sur la torréfaction. Vous avez été élu en 2013 meilleur torréfacteur de France. C'était dans le cadre de quel concours? Est-ce que vous pouvez nous C'était chaque année en fait, nous avions le concours national représenté par le Comité français du café, l'instance nationale du café français, qui faisait son concours annuel. Et la première année, au bout de 3 ans de torréfaction, je me sentais assez bien. Je me suis présenté à Hyères. J'y vais un petit peu, pas la main dans les poches, mais pour me tester. Je fais 2e. Donc je me dis finalement, en travaillant encore plus, il y a peut-être moyen de gagner, effectivement. Et la deuxième année, je fais premier à Colmar. Là où j'ai fait vraiment la différence, c'est sur la reconnaissance des cafés verts, en fait. J'avais 13 coupelles de café vert, 13 origines différentes à reconnaître, et je reconnais les 13 origines différentes. Et c'est vraiment là, en fait, où j'ai orienté toutes mes compétences et mon envie, c'est vraiment la sélection des cafés verts. Je veux dire, avec un très beau produit de base, voilà, souvent on va faire un café de bonne qualité. Et donc la brûlerie de Bernay, que vous gérez, va bientôt rentrer dans le réseau Biocop. C'est en projet? C'est ça, c'est en projet. Je me suis fait labelliser bio par EcoCert. Ils sont venus dans ma boutique auditer un petit peu mon mode de fonctionnement, me donner des conseils, valider toute cette charte qui était quand même assez intéressante. Ça a permis de me remettre moi un petit peu en question sur mon process de fabrication. J'ai les réseaux Biocop qui se sont un petit peu intéressés à moi et moi aussi naturellement à eux. J'ai lu leur charte qui est vraiment très intéressante, très éthique. Et c'est vrai que voilà, j'ai le Biocop de Bernay et de Menneval, excusez-moi, et de Lisieux, voilà, qui sont en contact très proche avec moi. Et normalement, je vais les distribuer très vite dans ce réseau. Et de manière très courte, il ne nous reste pas beaucoup de secondes, est-ce que le café peut-il être éco-responsable? Éco-responsable, oui, on a des réseaux certificateurs équitables comme Max Havelaar et autres. On a aussi éco-responsable, j'ai mon fournisseur Belco maintenant qui fait revenir justement du café via les voiliers pour avoir une empreinte carbone beaucoup plus neutre.
Et voilà, tout ça, on est tous, toute la filière café est très conscient qu'on doit faire mieux. Et on est en train de faire mieux. Merci Sébastien Lerat d'avoir été avec nous sur Sensation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.